Donc, Alexandre Astier est parvenu à créer un univers transmédial, déclinable et décliné sur plusieurs supports médiatiques, du format court des débuts de la série, c'est virgule diffusé chaque soir par M6 à 20h35, au format long de 40 minutes du dernier livre, diffusé en prime time, en passant par les DVD et les BD, et en attendant les films. Ce qui intéresse la médiéviste que je suis, c'est bien sûr la réappropriation du matériau médiéval littéraire. Ce que j'aimerais vous montrer ce soir, c'est comment la série joue avec ce qu'elle appelle la légende et comment elle thématise et met en abîme ce travail de réappropriation. À l'origine de la série, on a un court-métrage de 14 minutes, Dies Irae, qui contient en germe tout ce qui fait le sel de la série. Cette série qui a été diffusée sur M6 de 2005 à 2009 et qui a réuni jusqu'à 5,6 millions de téléspectateurs en novembre 2005, donc à la fin de la première saison, soit plus de 20% de part de marché, ce qui est énorme. Si on a souvent l'impression que le roi Arthur se confond avec Alexandre Astier, l'emprise de ce dernier est en fait totale sur toute la série. Comme il le dit lui-même, Kaamelott, c'est fait pour être à moi. Il est scénariste, réalisateur, compositeur de la musique et accessoirement acteur. Et le casting est une histoire de famille. Kaamelott est une série évolutive par son format, par sa narration et par son esthétique. Le format initial est celui de Caméra Café, la série que Kaamelott remplace dès janvier 2005. Donc ces sortes de virgules de 3 minutes 30, qui peuvent être vues occasionnellement dans n'importe quel ordre. Dès le livre 4, la série se complexifie. Le dernier épisode de la saison de 7 minutes prépare le changement de format. Les épisodes de 7 minutes à la télévision qui deviennent des épisodes de 52 minutes sur les DVD. À la fin du livre 4, Arthur, dépressif, a démissionné et replanté Excalibur. La narration est désormais linéaire. On peine à suivre la série si on n'a pas vu les épisodes précédents. D'autant plus qu'il n'y a pas de rappel de ce qui s'est passé avant. La tonalité s'assombrit de plus en plus, ce qui est souligné par les changements de générique. L'ultime saison, le livre 6, nous emmène 15 ans avant le livre 1 à Rome. Dans le dernier épisode, qui reprend le titre du court-métrage, Dies Irae, on refait un saut dans le temps et on retrouve Arthur quelques mois après sa tentative de suicide. La série se termine par cette terrible scène où on voit Lancelot brûler la table ronde, tandis que Benec sauve Arthur et le ramène à Rome. Cet étirement du format qui va de pair avec cet assombrissement progressif de la série est conçu par Astier comme une préparation pour le grand écran. Pour la médiéviste que je suis, ce changement de format en évoque un autre, celui des romans arthuriens des XIIe et XIIIe siècles. Les romans en vers qui s'intéressent à un chevalier particulier, le chevalier au lion, Lancelot, le chevalier de la charrette, le bel inconnu, le chevalier aux 2 épées, etc. Ce sont des romans ludiques, souvent parodiques, qui reprennent toujours un même univers fictionnel. Les aventures se déroulent sur une année, de la Pentecôte à la Pentecôte suivante. Les romans arthuriens en vers sont fondamentalement ludiques, parodiques. On peut les lire dans n'importe quel ordre. Tandis que les romans arthuriens en prose s'étirent en longueur, s'inscrivent dans un temps eschatologique, dans un temps linéaire qui va de la mort du Christ et de son sang recueilli dans le Graal à l'apocalypse arthurienne sur la plaine de Salosvière. On peut regarder les épisodes des premières saisons de Kaamelott dans n'importe quel ordre, pas de chronologie. Il y a aussi le fait que le temps ne semble pas passer, pas de durée, de vieillissement ou d'évolution, de progression des personnages, comme dans les romans en vers médiévaux. Dans Kaamelott, les prémices de la discorde entre Lancelot et Arthur se trouvent déjà dans le livre 2.
À la fin du livre 3, Lancelot part avec Guenièvre. Il faut toutefois attendre le livre 4 et surtout le livre 5 pour voir le quotidien s'effacer au profit d'une dimension mythique. Il est d'ailleurs très intéressant que les quatrièmes de couverture des bandes dessinées précisent que cette aventure contemporaine du livre 1 de la série télévisée s'inscrit dans la grande épopée de Camelot, alors qu'Arthur vient de construire sa forteresse et d'instituer les réunions de la table ronde. Autrement dit, leur ton n'est pas celui tragique de la fin de la série. Ce sont des aventures qui s'ouvrent puis se referment aussitôt. Ce qui est intéressant aussi, c'est que celui qui connaît la série sur le bout des doigts ne pourra s'empêcher de penser à ce que devient Lancelot à la fin de la série, même si ces bandes dessinées sont censées s'inscrire dans le livre 1. Exactement ce qui se passe lorsqu'on lit un roman en vers du XIIIe siècle et que l'on a en tête ce qui se passe dans les romans en prose. Cette mention des BD est un signal qui fonctionne comme le vers dans les textes médiévaux. Ouvrir une œuvre en vers, c'est se situer dans la chronique. Par ailleurs, plus la série avance, plus les personnages gagnent en profondeur. Le spectateur les connaît mieux, il va s'interroger sur leur motivation, leurs sentiments profonds. Arrivé au livre 3, le spectateur ressent probablement de l'empathie pour Guenièvre, beaucoup plus qu'au début. Il s'attache à ce personnage récurrent, il lui faut un renouvellement, puis une raison qui excuserait Arthur dans son indifférence. Mais c'est bien sûr le personnage d'Arthur qui est le plus approfondi au fil de la série. Contrairement à ce qui se passe dans les romans médiévaux, où il est rarement un vrai personnage, la narration de la série se concentre sur son propre destin, un destin qui implique celui du royaume. La série déroule ses multiples visages tirés des textes médiévaux. Le roi pensif du Lancelot Graal, Dux Bellorum des Chroniques et de la suite Vulgate, l'élu et Excalibur du Merlin en prose. Elle y ajoute toutefois une dimension importante dans laquelle, à mon avis, le sens de la série est à chercher. C'est Arthur, le pédagogue, celui qui est, et c'est un véritable leitmotiv de la série, le garant de la dignité des faibles. D'une manière générale, l'on ne peut que souligner la fidélité au fonctionnement de l'écriture arthurienne dès ses débuts. Fidélité qu'Alexandre Astier revendique d'ailleurs dans ses interviews. Comme ces dévanciers jouent avec les conventions littéraires médiévales, bien sûr ce n'est pas possible pour ces devanciers avec celle du film médiévalisant. La série est fidèle à l'esprit des romans de Chrétien de Troyes et des romans arthuriens. Des romans qui pratiquaient déjà un humour qui désacralisait la chevalerie au moyen de la démythification et de la trivialisation. Comme toute transfiction, qu'elle soit médiévale ou moderne, Camelot est une lecture et un commentaire en acte. Cette lecture, cette relecture est multiple et stratifiée. Astier lui-même cite comme source arthurienne l'Histoire Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, Le Mortet d'Arthur de Thomas Malory, les romans de Chrétien de Troyes, Sacré Graal de Monty Python et Excalibur de John Boorman. D'autres sources arthuriennes sont facilement reconnaissables. Le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, la Vita Merlini de Geoffroy de Monmouth, ainsi que de nombreux débats qui ont passionné la médiévistique pendant des décennies. Sur, par exemple, l'origine du Graal et sa forme. L'épisode en question, c'est l'un des plus célèbres, s'intitule « En forme de Graal ». Alors on va le regarder en entier, et puis je ne vais pas le commenter, mais je vais vous donner quelques explications préalables pour que vous puissiez en goûter toute la portée érudite. Alors tout en haut à gauche, vous avez une première représentation du Graal dans le manuscrit en luminaire arthurien le plus ancien, qui a été copié vers 1220, c'est-à-dire presque 40 ans après la rédaction
rédaction du conte du Graal de Chrétien de Troyes. Et soyez attentifs à la forme de ce Graal, hein, une forme trop plate. Chez Chrétien de Troyes, dans le conte du Graal, le Graal, ce qu'est le Graal n'est pas explicité. Chrétien de Troyes utilise un nom commun qui est peu usité. Le Graal est un mot attesté ailleurs. Et le Graal est probablement un plat qui permet de servir des plats en sauce, et notamment du poisson. Ça a son importance pour l'épisode. Après, vous voyez plusieurs représentations du Graal dans différents manuscrits. Le Graal calice, avec une représentation du corps du Christ, ici. Le Graal comme chaudron d'abondance, ou comme corne d'abondance. Un ciboire dans cet enluminure du XIVe siècle, du conte du Graal. Et puis, ici, un extrait de l'adaptation en allemand. L'adaptation est la continuation du conte du Graal par Wolfram von Eschenbach. Et vous voyez qu'ici, le Graal est une pierre, c'est une pierre magique. Voilà. Et bien sûr, je vous laisse le tableau. Une assiette de tartare pour messieurs Tiaradoc et un coup de cacheté pour messieurs Perceval. Et pour beau mon Graal. Bon, qu'est-ce qu'il y a l'heure du jour aujourd'hui? Eh bien, avant tout, messieurs Morte désireraient soumettre un problème à l'Assemblée. Allez-y, Morte. Et un problème, ce serait plutôt une remarque. Je sens que ça va encore être capital. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous écoute. C'est à propos du Graal. Du Graal? Bon, c'est vraiment qui met ça sur le tapis. Nous nous sommes d'accord pour dire que depuis le début de cette quête, nous sommes à la recherche d'un vase ou d'une coupe, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, d'après mes derniers renseignements, il serait tout à fait possible que le Graal ne soit ni un vase, ni une coupe, mais un récipient. Ça fait plaisir de voir que ça avance. J'ai l'impression que vous ne saisissiez pas bien la nuance. Bon, on enchaîne. Je vous rappelle qu'il faut qu'on avance pour aller des tomates de la page. Non, mais je vous assure, vous auriez vu le vieil homme mystérieux qui m'a donné ces indications. Il a fait ce geste. Et il a dit, méfie-toi, le Graal est un récipient. Du coup, ce serait un genre de saladier. Oh non, monsieur. Écoutez, Morte, sans vouloir être blessant, est-ce que vous êtes sûr que ça change quelque chose? Et il me semble que pour bien chercher, il faut savoir ce qu'on cherche. De toute façon, le Graal, que ce soit un vase, un saladier ou un service à dessert, on n'a aucune piste. Alors, Justement, je pense que ça pourrait être un début de piste. un début de piste. Alors maintenant, dès qu'un clodo vient nous taper deux ronds pour picoler, on tient une piste. À ce moment-là, moi aussi, j'en ai des pistes. Il y a un an au Pays de Galles, il y a un type tout bizarre qui vient me voir. Je m'en souviens, il avait 7 poils dans les oreilles, c'était la boucane qui fait germer. Il me dit, oui, tatati, tatata, le Graal, en fait, c'est une pierre incandescente. Quoi? Vous nous avez jamais parlé de ça? Ah non. Mais pourquoi? Bah déjà parce qu'à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire incandescente. Bah, je l'ai su à une époque, mais maintenant... Peu importe, enfin, ça fait des années qu'on cherche un vase, nous. Un vase ou une pierre incandescente, c'est quand même pas pareil. Le problème, c'est qu'il y en a pas un qui dit la même chose. Et ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai arrêté le Graal. Des Graal. Au bout d'un moment, c'est un truc à se casser les dents, ça. Non, moi, je m'occupe de mon cas, c'est pas mal. Vous m'occupez de votre cas, moi, s'il vous plaît. Si le Graal c'est une pierre, vous avez noté que ça change tout. Le Graal, déjà. Pourquoi forcément un mot compliqué qui veut rien dire? Il aurait appelé la coupe ou le vase, ça serait fixé. Vous voulez dire qu'on l'aurait trouvé? Ah non, ça serait fixé. Le Graal est un objet que Joseph d'Arimathie s'est servi pour recueillir le sang de Jésus. Donc, un récipient. Un récipient. Un vase ou une coupe, on peut bien recueillir du sang dedans, non? La question c'est dans quoi d'autre peut-on recueillir du sang de Jésus? Dans un récipient. C'est pas compliqué, comment ils font les mecs avec les porcs pour le boudin? Un récipient. Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus, d'accord, je visualise. Mais avec une pierre incandescente, là pardon, faut qu'on m'explique. À
moins qu'incandescente, ça veut dire qu'il peut contenir du liquide. Franchement, vous êtes Joseph d'Arimathie. Vous vous pointez devant Jésus qui pisse le sang. Pourquoi vous récupérez le sang? Dans un bocal en choix. Déjà, dans la maintenance, je peux pomper un demi-gallon de sang, je suis tranquille. Et surtout qu'après, je peux refaire une bocal. J'en fous pas de partout dans mon sac. Si Joseph d'Arimathie n'a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal en choix. Alors, comme beaucoup de productions arthuriennes contemporaines, Kaamelott historicise et receltise l'univers arthurien. Les anachronismes sont nombreux, jamais cachés. Au contraire, ils sont source de comique et très souvent invitation à réfléchir sur de grands problèmes de société, comme la peine de mort ou la fidélité en amour. Il y a également de nombreuses références à l'actualité des années 2000, comme par exemple aux manifestations parfois brutales des agriculteurs dans ce qu'on a appelé la crise du chou ou les croisades contre la malbouffe. Le Moyen-Âge est souvent un filtre pour parler ou dénoncer des caractéristiques de la société française contemporaine. J'ai choisi un extrait qui fonctionne sur différents niveaux. La pseudo-élite arthurienne, les bras cassés, comme les appelle Arthur, se battent pour leurs droits, et ceux qui détiennent véritablement le pouvoir les manipulent assez facilement grâce à la maîtrise du droit et d'un jargon que je vous invite à écouter soigneusement. Au boulot, ça évitera de penser au reste. Hermès, l'ordre du jour. Bah, aujourd'hui, j'ai rien. Rien, comment ça, rien? Bah, on est une veille de pleine lune, et normalement, une veille de pleine lune, c'est relâche. On se calme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de relâche? Bah, c'est écrit noir sur blanc dans le nouveau code de chevalerie. Le nouveau code? Vous nous avez demandé de dépoussiérer l'ancien, donc on a vu ça avec Nissia Léodagan. Ah ouais, et puis c'était tout un ancien secte, hein, un chien. Je vous ai pas demandé de dépoussiérer du tout, je vous ai demandé de le traduire, c'est tout. Eh ben justement, quand on a traduit, ça donnait relâche. Ah non, mais me regardez pas comme ça, hein. Si vous n'êtes pas content, fallait vous les farcir, les négociations avec ces moustiques, là. Les négociations? Mais quelles négociations? Ben, tant qu'ils comprenaient rien à l'ancien code, on pouvait leur raconter ce qu'on voulait, seulement depuis qu'il a été traduit, alors là, pardon, hein. Une pause par-ci, puis une relâche par-là, et puis intolérable, et puis on a qui, Non, mais il n'y a rien à négocier. Moi, les traînes patins, je les remets au travail vite fait. Asseyez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui? Eh ben, ça, c'est la traduction de l'article 13. Si l'honneur du chevalier est bafoué lors d'une assemblée, ce dernier pourra recourir à son droit de village. Son droit de village? Je suis d'accord avec vous, c'est pas la meilleure traduction. Dites-moi, je pense à une chose. Il faut bien qu'elle soit ratifiée par moi, cette nouvelle traduction. Ratifié. Je veux dire, validée, quoi. Ah oui. Parce que si je refuse de la signer... Ah ben là, c'est l'ancienne traduction qui s'applique. Ah oui, non, mais avant de prendre des décisions, il faut quand même voir les bons côtés. Hein. Les bons côtés? Oui, parce qu'avec le nouveau code, ils font plus de pauses, mais du coup, ils sont plus reposés. Hein. Et moi, je pense au combat. Moi, je pense que si on met pas le holà tout de suite, ils vont finir par nous les demander pendant les combats, les pauses. Ils les ont déjà demandé, c'est ça? Article 16, alinéa 4. Ouais, c'est ça, sur les temps de pause, hein, sur les... Bon, maintenant qu'on a fini avec les bons côtés de la nouvelle traduction, peut-être la foutre en l'air et prendre l'ancienne? Mais je croyais qu'on y avait droit à ça, l'article 7 de je sais pas quoi, là. Ah, alors attention, Père s'il vous plaît, l'article 7. Guisaum corn meine Fleile, son foxil qui m'a pucelle, out ma mystie encore du genre. Voilà, ça répond à votre question. Du coup, il n'y a plus droit. Vous voulez qu'on vous relise l'article? Non, je vous fais confiance. Voilà. Alors, ce que vous avez entendu n'est absolument pas de l'ancien celte, mais de l'ancien français, et plus précisément un extrait du Tristan de Béroul. C'est le premier serment ambigu d'Iseux, qui est en train de dire à Marc qu'elle l'a trompé avec son neveu, ce que ne comprend que Tristan et le lecteur. Donc
ce fameux article 7, la traduction, c'est qu'il me frappe de son fléau si un autre que celui qui m'eut vierge, donc celui qui m'eut vierge, c'est Tristan, fut jamais mon amour. Voilà, donc comportement tout à fait anti-chevaleresque, celui de tromper son roi, son oncle, avec la femme de ce dernier. Donc, dans ce cas précis, le décalage est une source de comique que seuls quelques initiés vont décoder, mais même sans comprendre ce qui est dit, vous avez bien vu. Camelot n'est pas une série médiévalisante comme les autres. Elle ne cherche pas à recréer un Moyen-Âge fantasmé, ce qui coûte en général très cher. Ici, vous avez un petit gif tiré de la bataille des bâtards de Game of Thrones, qui a une nécessité des moyens pharaoniques. Dans Camelot, surtout dans les premiers livres, il y a peu de plans différents. Les lieux et les décors sont toujours les mêmes, pas de musique pour dramatiser. Dans les scènes de guerre ou de combat contre les monstres, on ne voit ni l'ennemi ni les animaux fantastiques. C'est au spectateur d'imaginer le terrible dragon. Il rigole déjà. Merde, on a fait trembler pour dégommer le dragon des tunnels. Du coup, c'est pas celui-là. Il n'y rentre même pas la tête dans le tunnel, lui. Ça va la raison, sire. Ça, c'en est un autre. Bon. Voilà, j'hésitais avec un autre épisode avec Bovin. Voilà, donc on joue sur le hors-champ, tout est dans la suggestion, au spectateur d'imaginer. Le plaisir est dans la surprise, dans le détournement. Moi, je suis là pour retranscrire la légende, pas pour m'immiscer dans les histoires de famille. Eh bien, vous avez tort. Parce que mes histoires de famille, c'est de loin ce qu'on a de plus épique et se mettre sous la dent. Voilà. Et comme le dit Arthur, effectivement, c'est le quotidien qui fournit ce qu'il y a de plus épique dans Camelot. Donc l'intérêt est ailleurs, elle n'est pas dans ces grandes scènes de bataille, elle est dans les dialogues, elle est dans le discours. Le serpent géant, il est venu vous attaquer juste au bord du lac? Ah oui. Dans sa dos. À peu près, oui. Il était grand comment, à peu près, ce serpent géant? Oh, à vue de nez, il était long comme ça. Je m'excuse, mais c'est justement les petits qui sont les plus durs à attraper. Il se confine. En gros, vous avez attrapé une anguille, quoi. Vraiment pas comment répondre à ça. Et vous allez me raconter que les villageois vous ont accueillis comme des héros. Ils sont infestés d'anguilles. Quand on les attrape, ça leur rend plutôt service. Dieu, vous n'êtes pas garde-pêche. Elle était un peu surpris. On nous avait dit le serpent géant, nous on s'en était fait toute une histoire. Et puis on arrive au lac de l'ombre et on tombe là-dessus. T'as appris ce qu'il y avait. Mais vous êtes allé au milieu du lac? Il n'y a pas eu besoin, on est tombé sur le serpent tout de suite. Il y avait peut-être un vrai serpent géant au milieu du lac. Vous voulez dire qu'il y aurait eu deux serpents géants? Ce que je veux dire, c'est qu'à part les anguilles et la petite friture, il y avait sûrement un serpent géant, mais qu'il n'y avait pas de chance de tomber dessus à 3 pieds du bord. Bon, non, qu'est-ce que je viens de dire? Je sais pas. Bon, de toute façon, vous allez retourner. Le truc, c'est que le lame est longue, c'est plus haut qu'Écosse. 40 gens, rien que pour y aller. Pareil pour revenir. Alors c'est surtout l'emphase que l'écriture doit apporter au fait d'armes qui est thématisé dans la série. L'hyperbole qui est consubstantielle à la littérature épique. C'est à Blaise de trouver les formules pour que cela, je le cite, fasse légende. Le récit se fait a posteriori pour que Blaise puisse écrire la légende. Alors c'est à vous d'imaginer Perceval et Caradoc dans le lac en train d'essayer d'attraper les anguilles. Dans la bande dessinée, le fil narratif est repris parce que Perceval et Caradoc dans la série ne retournent pas au lac de l'ombre et c'est à la BD de dérouler ce fil narratif qui est laissé en suspens. Vous voyez ici que la première planche image ce qui est dit dans la série et on commence
au moment où, sur cet air stupéfait de Blaise et d'Arthur, en attendant le récit des deux aventuriers de pacotille. La série thématise à de nombreuses reprises cet écart entre ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas et la tradition. Ce qu'Arthur et Blaise appellent la légende, c'est-à-dire étymologiquement ce qui mérite d'être lu. C'est ainsi que Arthur le définit dans ces épisodes intitulés La poétique. Ces 4 épisodes sont un véritable exercice de vulgarisation. Arthur tente d'expliquer à Perceval, étudiant modèle par sa soif d'apprendre, mais un peu moins par ses capacités cognitives, ce que Aristote enseigne dans la poétique. Donc, Arthur y explique la différence entre la fabula et l'historia. Il aborde de manière très pédagogique, on peut facilement reprendre dans nos cours les notions de mimésis, de vraisemblance et de nécessité, notamment en ce qui concerne le personnage épique. En même temps, les 4 épisodes mettent en pratique et en abîment ce qu'essaye d'enseigner Arthur. Le résultat, mais juste la performance, est tout à fait déprimant pour le pauvre Arthur. Ils s'asseyent à la table. Comme je leur dis, oh, vous verrez vos filles là, mes pas cousins. Ah ouais, non, sauf que c'est dans la forêt en fait. C'est tout comme ça, mais dans la forêt. Ils s'asseyent à la table. Non, ils marchaient sur le sol, sur les brindilles en fait. Mais surtout, tu n'étais pas en train de me mettre des boulettes de pommes avec ton nez. Ils viennent, ils sortent. Voilà, donc pour terminer, j'aimerais qu'on ait tous une petite pensée pour ce pauvre Père Blaise, qui est mon personnage préféré, celui qui est confronté à la double incompétence des chevaliers, aussi bien sur le plan chevaleresque que sur celui de la narration. Dans les romans médiévaux, les chevaliers sont aussi bons chevaliers que conteurs. Pauvre Blaise qui doit retravailler aussi bien la forme que le fond, pour être à la hauteur de la légende. Voilà ce que cela donne. C'est bien, Et Arthur descendit dans la fosse maléfique le long de la corde tenue par son ami Perceval. Jusque-là, c'est bon? Ah, jusque-là, oui. C'est après que ça se gâte. C'est pas arrivé dans la fosse. Ah si, j'y suis même arrivé à fond de train puisqu'il a lâché la corde. C'est un petit mouvement de panique. Bon, on va passer à autre chose si ça vous dérange pas parce que rien que de parler de ça, ça me met de travers. Oui, on va passer à une autre quête. Vous avez bien un truc à finir? Il y a la fois où vous avez confondu la potion de vérité avec une fiole de purin. Ah non, ça, une quête où j'y étais pas. Ah non, ça c'est les 2 quêtes qu'il faut finir aujourd'hui. Hein. Moi après je vais les emmener. Bon, mais comme vous voulez alors. Quand je lâche la corde ou la fiole de purin? Alors Arthur prit le bouclier d'airain et le brandit devant lui. Tous se courbèrent avec vénération. Léodagan de Carmélite, Calogrenant d'Écosse, le Gallois Perceval, Guenièvre à la Blanche-Fesse et Angarat sa suivante qui vient. Quoi de quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Le Gallois Perceval. Non, après. Angarat sa suivante. Non, avant. Guenièvre, on dit ma femme. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, mais en fait, c'est pas nécessaire, hein. On peut l'enlever, c'est pas... Je n'ai pas entendu. Relisez-moi ce que vous avez écrit. Guenièvre à la Blanche-Fesse. Bah, qu'est-ce que ça fait ça? C'est moi ou un truc qui déconne? Non, vous en parlez, je me souviens. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, attention, il risque d'y avoir un problème. Oui, vous avez eu raison. En fait, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Hein. Guenièvre à la Blanche-Fesse, ça ne veut pas forcément dire que votre femme a les fesses blanches. Ah bon? Moi j'ai cru oublier la lettre. Ça genre quoi? Que ça ne veut pas forcément dire ce qui a marqué. C'est pour ça que je prenne rien au livre, moi. Ça veut pas dire ce qui est marqué. Mais blanche ou pas blanche, je m'en fous, c'est pas le problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'estime que vous avez autre chose à foutre que vous occuper des biches de ma femme. Mais c'est juste une tournure. Une tournure à la con. Alors vous allez me virer sa vitesse, vous prenez mon pied aux fesses. On verra quelle couleur elles sont après. Attendez, on va pas rester là-dessus jusqu'à demain. Est-ce qu'elle a les fesses blanches ou pas? Quoi? Pas dire ça. Oui, au bout d'un moment, il faudrait peut-être arriver à savoir si c'est des conneries ou pas. Si, hein, tout le respect. Et sous la reine, elle a les fesses blanches. Vous savez pas? Évidemment, je sais. Comment ça, non, mais ça marche pas comme ça. Et ça dépend du... comment?
Si, c'est de la façon dont c'est déjà. Par exemple, si c'est la nuit, il faut savoir. Vous avez écrit la nuit, votre truc? Non, je ne pas la nuit. Oui, bah, c'est ça va. Alors, pour terminer, en attendant le film, j'aimerais revenir sur la fin de la série. Voici la dernière scène. Voilà, le format a changé, vous voyez. La musique que l'on entend, c'est la bande originale du film Joe, dans lequel joue Louis de Funès, à qui la série est dédiée. On retrouve là quelque chose de très médiéval, le messianisme, c'est exactement ça, d'Arthur. Arthur qui ne meurt pas dans les textes médiévaux, mais qui est en dormition, en avalon, prêt à revenir dans de nouvelles fictions. Mais Arthur pourra-t-il échapper à son destin? Ça vous ferait plaisir de coucher avec votre demi-sœur? Ouais. Coucher avec moi. Ça vous ferait plaisir? Mais on n'a pas le droit de faire ça. Je vous demande pas si on a le droit, je vous demande si ça vous ferait plaisir. Maintenant, je crois pas. Pourtant, vous y viendrez. Faites-moi confiance. Vous y viendrez. Pour l'instant, dans la série, Arthur ne parvient pas à échapper à son destin. Il n'arrive pas à démissionner, ni en replantant Excalibur, ni en transmettant son pouvoir à Lancelot, ni même en tentant de se suicider. Tout au long de la série, comme le font également les romans en prose du XIIIe siècle, Astier délaisse des possibles narratifs, des fils ouverts qu'il peut, comme on l'a vu, développer par exemple dans les BD. Il y a aussi des annonces, des prolepses qui ont un statut différent, car elles convoquent la mémoire arthurienne du spectateur. Certaines sont en lien direct avec la question de la clôture, comme celle-ci. L'univers forgé par Astier peut-il s'émanciper de la couture transfictionnelle? On le saura peut-être dans une année, presque exactement, en octobre 2020. Pour terminer, je vais bon gré, mal gré, utiliser Perceval et Caradoc pour arriver à la fin. Vous nous utilisez bon gré, mal gré pour arriver sur la fin. Je vous utilise bon gré, mal gré pour arriver sur la fin. Exactement. C'est intolérable, sire. Je vous utilise contre votre gré pour arriver à mes fins. Ah ouais, c'est mieux. On dirait plus graduel. Plus clair? Plus clair, ouais. Vous avez remarqué que je vous pige de mieux en mieux, quand même. Ah oui, c'est ce que j'étais en train de dire. De plus en plus vite, en tout cas. C'est plus uniforme. Plus fluide. Voilà, j'espère que vous pugez un peu mieux Kaamelott et que c'est un peu plus fini.